Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Bienvenue, les vraies voix de la politique, c'est jusqu'à 20h, 0826 300 300, c'est le numéro du standard de Sud Radio pour réagir et débattre. Les vraies voix de la politique ce soir, c'est avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie et grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle. C'est toujours aux éditions Iridium. Et puis Frédéric Sinclair est avec nous, politologue. Son livre, c'est La refondation de la droite aux éditions Salvator. Bonsoir à vous deux, bonsoir Nicolas. Bonsoir Philippe, bonsoir. Bonsoir mon cher Frédéric. Bonsoir. Bonsoir à vous, vous m'entendez, la liaison est parfaite. Valérie Pécresse était hier l'invitée de Dimanche en politique, c'était sur France 3, la candidate LR qui a demandé un débat au chef de l'État, un débat avant le premier tour. Écoutez. Moi je demande solennellement un débat avec Emmanuel Macron. Il doit rendre compte de son bilan qui est calamiteux, de l'état de notre école, de l'état de notre hôpital, de l'état de notre justice. Aucun président sortant n'a fait de débat avant le premier tour. Eh bien moi je dis, refuser le débat avant le premier tour, c'est archaïque. Voilà les propos de Valérie Pécresse qui font suite aux déclarations du porte-parole du gouvernement dans le Parisien aujourd'hui en France. Gabriel Attal se déclarait sceptique sur l'utilité d'un débat avant le premier tour pour Emmanuel Macron. Pour lui, l'absence de débat est le fait des candidats déclarés qui installent une campagne de mort-vivant. Voilà pour Gabriel Attal. Et puis, voilà ce qu'a dit un proche d'Emmanuel Macron qui a voulu rester anonyme. À quoi ressemblerait ce débat du premier tour ? 12 candidats cherchant pendant 1h50 leur moment avec le président qui aurait lui 10 minutes pour leur répondre. Je suis sceptique face à un tel format qui montrerait surtout un manque d'exigence démocratique. Le chef de l'État doit-il débattre avec les candidats déclarés avant le premier tour ? Ça, c'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio. Vous êtes appelés à voter, nombreux et nombreuses, sur la plateforme, la chaîne YouTube également, vous pouvez voter. Et puis vous nous appelez 0826 300 300. Nicolas Corato, Emmanuel Macron, est-ce qu'un président se doit de débattre avant le premier tour? Et est-ce que ce serait dans son intérêt? Drôle de pays que le nôtre quand même, oui. Parce que je crois que nous sommes peut-être la seule démocratie à nous poser ce genre de questions. Moi, je ne connais pas d'autres exemples, y compris avec des présidents sortants ou des chanceliers sortants de par le monde, où il n'y a pas de débat plein et entier dès les premiers jours de la campagne. Monsieur Trump a débattu très vite avec Monsieur Biden et d'autres candidats. Je veux dire, c'est quand même étonnant qu'il y ait qu'en notre... Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'antériorité, il n'y a pas de précédent, mais c'est peut-être ça qui est pas normal. Et puis je rappelle qu'en 2017, il n'y avait pas de président sortant dans la course, mais Emmanuel Macron débattait très largement. Il a fait plein de débats avec tous les candidats au premier tour, y compris, on se souvient de ses joutes avec Monsieur Asselineau. Ça le dérangeait pas à ce moment-là de débattre très largement. Donc je pense que ce président de la disruption, ce président de l'innovation, ce président qui a monopolisé et changé complètement la face du monde politique en France devrait aller au bout de la logique. Il y a une logique institutionnelle, celle de la Ve République, puis il y a une logique un peu générationnelle, la sienne, et puis celle des Français, qui ont très envie de débattre. Et j'ajoute un point, parce que ça fait aussi 5 ans qu'ils ne débattent plus. 5 ans que le Parlement est empêché par la crise, par un certain nombre d'incidents, et qu'à un moment, on a besoin de cette respiration démocratique. Oui, donc débattons. Et puis on a besoin de voir Emmanuel Macron en face de candidats et non pas en face, comme depuis 5 ans et surtout ces plusieurs mois, de 2 journalistes. C'est souvent ce qu'il fait, c'est en face des journalistes. Alors Frédéric Sinclair, est-ce que vous êtes d'accord avec Nicolas Corato? Est-ce qu'il doit débattre le chef de l'État? Alors, est-ce qu'il doit sur la nécessité démocratique? On parle de la fonction. En parlant de la fonction. Plein accord sur la nécessité démocratique et sur les comparaisons avec les démocraties américaines, mais également européennes. Plein accord, évidemment. On comprend mal pourquoi ce président du Nouveau Monde, tout d'un coup, aurait des réticences monarchiques et estimerait qu'il est au-dessus des autres candidats et que ça ne s'impose pas à lui. Moi, ma thèse, que j'ai développée d'ailleurs la semaine dernière, un petit peu de pub pour la RPP, la Revue politique et parlementaire, c'est que Emmanuel Macron a peur et que son entourage a peur aussi. En fait, je pense que le discours officiel, c'est celui de Anna Cabana à la télé il y a 15 jours. Emmanuel Macron bluffe son entourage, on nous ressort le coup du président absolument génial qui impressionne tout le monde. La vérité, je pense, c'est qu'il n'impressionne plus personne, que plus personne ne croit au génie politique, et que dans son entourage même, on se dit, qu'est-ce qui se passerait
Si, je ne parle même pas de le mettre face à 11 candidats comme c'était fait à BFM TV en 2017, mais simplement des débats un peu ciblés à 2, à 3, à 4, où Emmanuel Macron ne se ferait pas tomber dessus par l'ensemble des candidats, mais où il pourrait échanger pendant un temps raisonnable, effectivement en défendant son bilan, en proposant une vision d'avenir, face à une Valérie Pécresse, face à une Marine Le Pen, face à un Jean-Luc Mélenchon, globalement face à des candidats. Et je ne prends même pas les petits candidats. Vous voyez, je suis le plus élitiste possible. Je pense qu'il aurait du mal à s'en sortir. Je pense que là, comme vous le disiez à l'instant, on aurait un débat qui serait complètement différent de celui qui est opposé par des journalistes et même des journalistes un petit peu péchus. J'en connais plus beaucoup, mais il y en a. Donc il y a aujourd'hui, à mon avis, une frilosité très forte. Qu'est-ce qui se passerait s'ils débattaient? Moi, mon pronostic, c'est qu'ils ne seraient pas au second tour. Ah oui. Alors Valérie Pécresse a fait comprendre, elle l'a pas dit comme ça, mais elle a fait comprendre qu'elle ne participerait à aucun débat d'avant premier tour si elle n'est pas face à Emmanuel Macron. Marine Le Pen l'a rejoint il y a un peu plus de 2 heures. Elle a déclaré qu'elle non plus ne participerait pas à des débats d'avant premier tour si Emmanuel Macron n'y participait pas non plus. Est-ce qu'il peut céder à la pression, Nicolas Corato, si aucun des candidats ne veut débattre, si Emmanuel Macron n'est pas présent? Et moi, je pense que la pression viendra peut-être moins des autres candidats que des électeurs, même y compris les électeurs macroniens. L'idée un peu saugrenue qui serait de faire 2 meetings, 3 déplacements, 2 discours et puis s'en va sur le second tour, je pense que c'est une idée anachronique, c'est une idée qui est déjà périmée dans le contexte actuel. Je reviens juste sur le besoin de débat démocratique. Je sais, vous l'avez brocardé avant, mais il y a quand même 400 000 personnes qui ont voté à gauche pour la primaire populaire. Ouais. On voit à droite le succès de la primaire, certes fermée, mais succès quand même des Républicains. On voit non pas l'intérêt des Français pour la campagne actuelle, parce qu'elle est assez limitée, mais ce besoin d'expression publique, ce besoin de débat, ce besoin d'échange d'opinions. Il y a des sujets qui sont majeurs. D'abord, il y a plein de sujets qui concernent notre vie quotidienne, qui sont traités depuis des mois au sein du Conseil de défense, qui sont même plus traités dans le Conseil des ministres, pas traités devant le Parlement. Les Français ont besoin qu'on ouvre les fenêtres du débat public et qu'on débatte des sujets. Le nucléaire, il faut en débattre. L'immigration, il faut en débattre. La sécurité, il faut en débattre. Le pouvoir d'achat, il faut en débattre. Et s'imaginer qu'au bout de 2 meetings, 3 interviews, je vais me retrouver président de la République et que je vais pouvoir défiler mon programme comme si de rien n'était, c'est une vision complètement anachronique de la politique. Et en tout cas, c'est une fausse vision de ce qu'est aujourd'hui l'opinion publique en France, qui a besoin de débattre de sujets structurants et qui a besoin qu'on se saisisse de ce débat. Donc, je pense que la pression de l'opinion publique sera beaucoup plus forte que celle des autres candidats. Ouais. Frédéric Sinclair, vous êtes d'accord avec certains candidats qui disent Emmanuel Macron est en train de voler la campagne? Certains l'accusent évidemment de faire campagne avec l'argent public et puis aussi de faire les 20 heures, de s'adresser aux Français pendant 1h30, 2 heures, de faire des bilans, ce qu'il appelle les grands entretiens. Vous êtes d'accord, vous, avec ces candidats qui ont l'impression qu'on leur vole leur campagne? Mais les candidats et les Français, parce et les Français. qu'on la vole. On la vole pas seulement aux candidats, on la vole surtout aux Français. Il y a, comme le disait Nicolas Corato, il y a besoin de débats démocratiques, c'est-à-dire que c'est très platonicien, en fin de compte, c'est de la contradiction que naît la vérité. Là, on n'arrive pas comme ça avec sa vérité toute posée, c'est ce que fait Emmanuel Macron depuis 5 ans, avec aucun contradicteur face à lui, et avec, j'allais dire, des parlementaires qui sont extrêmement complaisants, même quand ils sont souvent dans l'opposition. Je vous rappelle l'affaire Benalla, il y a eu une commission d'enquête au Sénat, il en est sorti quoi? Mais rien du tout. Rien du tout. Et je ne parle même pas de cette mascarade qui a été le grand débat national, où il a convoqué jusqu'à plusieurs dizaines d'intellectuels, parmi les plus grands intellectuels de France. Il ne leur a pas donné la parole, il a fait son show. Encore une fois, j'en reviens toujours à la même chose. Monsieur se prend pour un intellectuel, n'a rien écrit de sa vie, rien. Il a écrit 2 articles dans la revue Esprit et il a publié un petit bouquin de 200 pages qui était son programme Révolution. C'est ça le grand intellectuel. Moi qui suis un tout petit intellectuel, j'ai près de 300 bouquins, 300 papiers dans la presse et 4 ou 5 bouquins publiés. Donc il y a un moment, il faut quand même revenir à la raison et surtout mettre une forte pression sur ce président qui a un ego aujourd'hui surdimensionné pour le ramener au niveau du peuple, là où il se trouve en réalité. Il est au service du peuple, c'est pas l'inverse. Et donc, il faut ce sujet-là, non seulement que les candidats se mobilisent, mais que l'opinion se mobilise.
Ouais. C'est-à-dire que imaginez l'état de la France si au lendemain d'une élection volée par Emmanuel Macron, où il ne serait finalement que au deuxième tour face à une Marine Le Pen ou à une Valérie Pécresse, et où il l'emporterait à 51-49, reparti pour 5 ans, vous imaginez l'état du pays qui se serait fait voler son élection ? Non, c'est juste impensable. Je pense qu'il y a un risque d'insurrection très très fort. Le jour où le variant Omicron a disparu, qu'on retrouve une forme de normalité, qu'on commence à poser la question du bilan des 5 ans à venir et qu'on se pose la question des 5 ans qui arrivent, il me semble qu'on est dans un danger. Donc cette question démocratique n'est pas une petite question. Il en va de la stabilité du pays et de la paix civile. Ouais. Le chef de l'État doit-il débattre avec les candidats déclarés avant le premier tour? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. Vous dites oui à 82%. Et puis, on vous la pose également à vous. Venez réagir 0826 300 300. Venez participer à notre débat. Guy est avec nous. Il nous appelle de Toulon. Guy, il est à Toulon. Bonsoir Guy. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue Guy. J'écoute les personnes qui sont avec vous là, et je suis moi assez amusé de penser que vous essayez de croire qu'il ne va pas faire ce qu'il a envie, il fera ce qu'il a envie. Depuis qu'il a été élu et depuis qu'il y a cette histoire de Covid, on a écrasé la révolte populaire. Je suis dans une profession indépendante, je suis toute la journée chez les gens et ça me permet de voir que, écoutez, plus personne ne se révolte. Et les gens qui étaient d'une agressivité se sont pliés, se sont mis à plat ventre. De toute façon, je vous entends, c'est très intéressant, tout ce que vous expliquez, c'est très 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 bien expliqué, mais moi je me pose une question. Vous voyez, quand j'entends une Valérie Pécresse, excusez-moi, mais cette dame, elle est déjà en politique depuis des années. Elle va revenir avec tous ces vieux taxis qu'elle avait déjà, qui étaient déjà en politique avant, avec toutes leurs vieilles recettes. Ouais. Le Karcher, travailler plus pour gagner plus. Là, je dis pas que celui qui est en place, Monsieur Macron, qui a été très irrespectueux avec nous dernièrement, de toute façon, il a été assez à la hauteur plusieurs fois pour être irrespectueux avec les gens, et il va continuer à faire comme il a envie. Et personne ne dira vraiment grand-chose parce que tout se fait sans que personne ne dise rien. Et moi, je vous dis, Valérie Pécresse, elle est peut-être très gentille, mais quand je la regarde, elle ne me fait pas rêver non plus. Je me demande qui va nous faire rêver à l'heure actuelle. Qui vous fait rêver là parmi les candidats déclarés? Je vais vous dire, personne. Il n'y a personne qui me fait rêver. Parce que même si on prenait des gens... il y a un peu des idées à droite, à gauche qui peuvent être intéressantes, mais il n'y a personne qui vous fait rêver. Parce que même M. Mélenchon, il est en politique depuis des années. Même les Le Pen, je me suis fait expliquer une fois par une de mes clientes qui était juge. Et il s'est passé un événement. Elle m'a expliqué les Le Pen étaient en train de rouspéter par rapport à ce qui s'était passé. Et elle m'expliquait, elle me dit, mais ces gens-là, les lois là qui ont permis que ce qui vient d'être jugé a été jugé comme ça, ces gens-là ont voté ces lois. Donc on est dans quelque chose de complètement abstrait. Nous, on n'est rien du tout au milieu de tout ça. Vous avez quand même une connaissance parce que vous suivez tous ces dossiers de beaucoup plus près. Mais vous savez, le peuple en général, on est complètement en dehors de tout ça. Et on est en train de se faire promener gentiment par tous ces gens qui, en bien des cas, n'ont jamais travaillé, ils nous expliquent comment il faut créer des emplois, ils n'ont jamais créé d'emplois, ils vous expliquent qu'il faut s'occuper, qu'il faut être gentil avec les étrangers, avec ci, avec là. Lequel d'entre eux s'est occupé personnellement d'une de ces personnes avec ses deniers personnels? Moi, je l'ai fait. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Et c'est assez intéressant. Ce sont des gens qui sont complètement sur une autre planète. Ouais. Alors pour finir, c'est assez intéressant ce que vous dites, Guy, puisque vous dites personne ne me fait rêver. Et il semblerait que beaucoup de Français soient dans votre cas, puisque selon le rolling de l'IFOP qu'on vous dévoile chaque soir dans Les Vraies Voix, il apparaît que jamais une élection n'a été aussi incertaine, Nicolas Corato. Les Français ne savent pas vraiment pour qui voter. Ils n'ont pas encore fait leur choix. Oui, selon les instituts de sondage, on est entre 16% et 30% des Français qui déclarent ne pas savoir pour qui voter.
Je ne parle même pas de ceux qui déclarent qu'ils n'iront pas voter. Oui. Une fois qu'ils ont dit j'irai voter, on a encore quasiment jusqu'à un tiers des Français qui disent qu'ils ne savent pas pour qui voter. Et effectivement, ce chiffre est particulièrement haut pour ce scrutin. Donc ça montre ce que dit votre auditeur, c'est-à-dire qu'il y a un moment où les Français décrochent, où les Français se lassent de leur classe politique, les Français se lassent aussi de la manière dont elle est mise en scène ou dont elle est représentée, et ça touche aussi les médias. Donc il y a un vrai mal français par rapport à cette désaffection, ce désintérêt, cette indifférence finalement du peuple par rapport à ceux qui les représentent ou à ceux qui veulent les représenter. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que cette indifférence, effectivement, généralement, elle précède la sécession. Soit la sécession des élites de leur fait, soit la sécession du peuple par une forme d'insurrection ou de mouvements sociaux ou de mouvements politiques très lourds. Donc oui, il y a un vrai sujet. Après, moi, je pense que il faut aussi chaque citoyen se dise que si on ne fait pas pression pour que ce débat ait lieu, pacifiquement j'entends, si on ne participe pas à cette chose sociale et citoyenne que sont les élections, tout simplement en réagissant, ce que fait votre auditeur, en vous appelant aujourd'hui, mais il y a plein d'autres moyens d'action, les réseaux sociaux en sont un autre également, on ne fera pas bouger ce monde politique qui n'a aucun intérêt à bouger. Qui n'a aucun autre intérêt à bouger que si l'opinion publique lui dicte d'une certaine manière une forme de consigne. Ouais. Et cette consigne, il faut qu'on l'entende de la part de l'opinion publique. Cette consigne du débat nécessaire, il faut qu'on l'entende. Alors, c'est vrai que vous le disiez, aucun président n'a débattu avant le premier tour, et même avant Giscard Mitterrand, il n'y avait même pas de débat de deuxième tour. Finalement, c'est entré dans la tradition. Est-ce qu'il ne faudrait pas, tiens, Frédéric Sinclair, beaucoup le disent aussi, il ne faudrait pas deux débats de second tour? Est-ce que finalement, 1h45, 2h à 21h entre les deux tours, c'est pas assez? Est-ce que, tiens, ça n'aurait pas donné une autre issue au scrutin s'il y avait eu deux débats entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, par exemple, en 2017? Et on va terminer là-dessus avant la pause. Rapidement, oui, ça aurait peut-être infléchi légèrement, mais la question, une fois qu'on a mis 2, pourquoi pas 3 ? Et une fois qu'on a mis 3, pourquoi pas 4 ? Donc la question pour moi, elle est juste celle de la rencontre. Il faut que les personnes se rencontrent et débattent. Donc 1, ça me paraît déjà très bien. 2, pourquoi pas, mais je ne vois pas bien l'intérêt. En revanche, des débats beaucoup plus travaillés au premier tour, ça me semble absolument essentiel. On a entendu dans les mots de l'auditeur deux choses. La deuxième partie qui m'intéresse un peu moins, qui est sa démotivation personnelle. La première partie qui était intéressante et qui concernait l'incapacité en réalité à faire bouger les choses. Je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'on peut faire bouger les choses, comme le disait Nicolas à l'instant. Il faut se mobiliser et on peut infléchir massivement, mais ensemble, la volonté présidentielle. On peut pas laisser les choses aller comme ça. Ouais. Et on remercie Guy de Toulon d'avoir réagi, d'avoir débattu avec Nicolas Corato et Frédéric Sinclair. Merci à vous Guy. Dans un instant, restez avec nous sur Sud Radio, les vraies voix de la politique. Marion Maréchal qui pourrait rejoindre Éric Zemmour dans les prochaines semaines. Marine Le Pen se dit trahie. D'une manière générale, dit la candidate, que ceux qui veulent partir partent, mais qu'ils partent maintenant. Les ralliements à Zemmour vont-ils affaiblir électoralement Marine Le Pen? Eh bien, on en débat dans quelques minutes avec Nicolas Corato, Frédéric Sinclair et puis vous, évidemment, 0826 300 300. On revient très vite, restez là tout de suite. Si. Retour des vraies voix de la politique sur Sud Radio. Ce soir, c'est avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, avec le politologue Frédéric Sinclair, Marion Maréchal, qui ne soutiendra pas Marine Le Pen à la présidentielle. Pire, la nièce de la candidate Rassemblement National pourrait rejoindre Éric Zemmour d'ici quelques semaines. En tout cas, en attendant, elle réfléchit à un ralliement qui s'ajoute à d'autres au Rassemblement National. Jérôme Rivière, par exemple, encore plus récemment Gilbert Collard. Les ralliements à Zemmour vont-ils affaiblir électoralement Marine Le Pen? On parlera également d'un point de vue politique. Vous votez sur les réseaux sociaux et puis vous nous appelez au 0826 300 300. Tiens, quel est votre sentiment, Frédéric Sinclair? Vous êtes là, Frédéric? Ah bon, Nicolas Corato. On reviendra à Frédéric juste après. Je suis assez partagé. Bon, d'abord, il y a une guerre dans le clan de l'extrême droite qui n'est pas nouvelle, qui ne fait que se perpétuer. Et je ne suis pas persuadé que ces ralliements soient absolument déterminants politiquement. Je veux dire, Bruno Maigret, Gilbert Collard, enfin, ça fait... la guerre, ils l'ont déjà faite. Je veux dire, ils l'ont déjà faite 35 fois. Donc... par ailleurs, je ne suis pas persuadé que ce soit bien le moment de faire tout ça. C'est-à-dire que l'élection présidentielle, ce n'est pas l'élection d'une équipe pour gouverner. L'élection présidentielle, c'est
on le dit communément, la rencontre d'un homme ou d'une femme avec la population, les électeurs, le peuple français. Et dans ce jeu-là, je trouve que finalement Marine Le Pen apparaît, moi elle me fait passer un peu à la situation de Jacques Chirac en 95, c'est-à-dire que abandonné de tous, trahi de tous, les rats quittent le navire, elle garde le cap. Elle apparaît de plus en plus sympathique. En plus, elle met en scène de manière assez ingénieuse, je trouve, cette forme de dramaturgie, cette forme de mélancolie qui l'assaille. Elle familialise, elle personnalise énormément le sujet. Bref, elle joue cette rencontre avec le peuple, elle joue cette rencontre aussi affective, passionnelle avec le peuple. Tandis qu'en face, on a l'impression qu'on a un carteron de vieux généraux qui ont décidé d'aller à gauche, d'aller à droite, enfin d'aller là où ils le souhaitent, sans que cela nécessairement impacte considérablement les choses. Donc moi je pense que l'extrême droite n'est pas à l'abri des autres, c'est-à-dire que nous avons l'extrême droite la plus bête du monde, comme nous avons peut-être la droite et la gauche la plus bête du monde. Voilà, comme ça tout le monde est servi. Au final, je suis pas sûr que ce soit si tragique que ça pour Marine Le Pen. Ouais. Alors Frédéric Sinclair, alors si c'est pas tragique pour Marine Le Pen, est-ce qu'en tout cas c'est un petit peu bénéfique pour Éric Zemmour ou ça ne changera rien Alors, on parle pas de Marion Maréchal, on va y revenir à Marion Maréchal. On parle d'abord de Pelletier, Rivière, Collard. Oui, je pense que cette mécanique de ralliement progressif est légèrement bénéfique à Éric Zemmour dans le sens où s'il ne les avait pas eus, sa campagne était pliée. Donc là, c'est pas une garantie de montée. Mais en tout cas, c'est, j'allais dire, le b.a.-ba. Il fallait qu'il engrange des ralliements et il fallait que sa théorie, à laquelle je ne crois d'ailleurs pas, de l'union des droites, puisse se matérialiser et donc qu'il récupère du côté LR et du côté RN un certain nombre de cadres. Ensuite, est-ce que ça va se concrétiser en termes de points d'opinion? Je ne pense pas. Je pense que les Français se disent, bon, il est probablement un peu mieux armé, mais quand on regarde après qui rejoint, on ne fabrique pas un gouvernement avec les ralliés du moment. Soyons sérieux. Donc ça suffit évidemment pas. Ensuite, est-ce que ça impacte négativement Marine Le Pen? Je souscris totalement à l'analyse de Nicolas Corato. Je pense que non. Je pense qu'elle a plutôt bien joué la femme blessée, j'allais dire, presque humiliée par des gens qui cherchent à l'instrumentaliser et à lui nuire, alors qu'ils pourraient faire ou qu'ils auraient pu faire la même chose de façon beaucoup plus ouverte, de façon beaucoup moins calculée. Ça va être intéressant de voir comment elle va réagir et comment ceux qui vont partir dans les semaines qui viennent vont eux aussi réagir. Moi, ce que je vois simplement, c'est les sondages. Et aujourd'hui, elle continue d'être plutôt bien placée, voire en tête dans certains cas sur les 3 personnalités de la droite. Donc, j'ai l'impression que pour le moment, elle tient. Alors sur le cas Marion Maréchal, tiens, Nicolas Corato, est-ce que ça aura une incidence, une conséquence si jamais Marion Maréchal sera liée à Éric Zemmour? Elle a un certain auditoire, Marion Maréchal, et elle représente du coup l'union des droites si jamais elle sera liée à Éric Zemmour. Oui, d'abord c'est un feuilleton qu'elle a décidé, j'ai l'impression, de filer un certain nombre de jours, voire de semaines, donc il faut voir jusqu'où ça nous amène. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas persuadé que ça aura un impact direct sur cette élection présidentielle. Ça a certainement des conséquences sur la manière de réorganiser tout ce camp de l'extrême droite, de la droite extrême, de la droite hors les murs. Enfin, voilà, des choses un peu microcosmiques qui n'intéressent pas beaucoup ni les électeurs ni moi-même d'ailleurs, sur la manière dont tous ces gens-là s'organisent eux-mêmes. Donc je pense que c'est plutôt une histoire un peu interne, un peu de boutique. Un débat un peu boutiquier, très très loin des électeurs de ce camp-là. Et je ne suis pas persuadé que ça porte à conséquence sur l'élection présidentielle. Alors, on a parlé de la République En Marche et d'Emmanuel Macron en première partie d'émission. On a parlé de l'extrême droite. Parlons un petit peu de la gauche et de cette primaire populaire. C'est pas une surprise, Nicolas Corato, la victoire de Christiane Taubira. Pourquoi c'est pas une surprise? Bon, c'était pas une surprise. Pourquoi vous avez 400 000 personnes qui votent, on peut toujours être surpris du résultat du vote. Vous aviez les résultats avant? Non, mais bon, pas moi, tout le monde se doutait que Taubira allait être plébiscité. Mais si tout le monde se doutait que Christiane Taubira allait être non pas plébiscitée, mais largement portée devant, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un vrai courant
d'enthousiasme de la part de cet électorat-là pour ce que représente Christiane Taubira. Et je sais que tout ça déplaît énormément à certains, à droite comme à gauche, mais il faut reconnaître que oui, il y a un besoin d'incarnation. Moi, je l'ai dit, je le répète, à gauche comme à droite d'ailleurs, hein, parce qu'on a beau être de camps différents, le régime et le scrutin est le même. C'est un scrutin qui est une question de rencontre entre une personnalité et les Français. Et à gauche, je pense qu'il y a un besoin et une envie de Christiane Taubira. Voilà, donc qui sait, et c'est la première fois, je veux dire, c'est 400 000 personnes, c'est pas rien, c'est 4 fois plus que des participants à la primaire Europe Écologie Les Verts, c'est assez inédit dans l'histoire de la gauche, c'est très imparfait certainement, c'est très critiquable certainement, mais c'est là, c'est là et c'est durablement là, donc qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Le problème, c'est que maintenant, ça amène à une candidature de plus. Ça emmène à la responsabilité de tous ceux qui qui ont posé leur candidature sans se concerter, sans se parler les uns les autres, qui y sont tous allés en même temps et qui, depuis 6 mois, n'ont fait que constater leur propre échec. Donc, quelle est leur responsabilité aujourd'hui ? C'est stop ou encore ? Est-ce qu'ils continuent ou pas ? Est-ce qu'Anne Hidalgo va continuer ? Est-ce que Yannick Jadot va continuer ? Est-ce que tous ces candidats qui sont à moins de 10% depuis 6 mois vont continuer à creuser le trou de la gauche et à empêcher la gauche d'être présente au second tour. Si jamais la gauche se plante, mais se plante royalement, Frédéric Sinclair, qui sera le fautif ? Est-ce que ce sera Taubira qui se sera présenté, on lui reprochera de cette fameuse candidature de plus, ou alors est-ce qu'on reprochera à Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon de ne pas avoir joué le jeu de la candidature unique, Frédéric Sinclair ? À mon avis, le reproche, quel qu'il soit et à qui qu'il soit adressé, serait injuste. C'est-à-dire que moi, j'accepte la multiplicité des candidats. Ça ne me paraît pas un problème démocratique. C'est-à-dire que le fait de pouvoir unir des candidats derrière une candidature, ça peut être très souvent un facilitateur pour acquérir le pouvoir, mais il y a toujours un trahi dans l'histoire. On l'a vu avec les communistes et François Mitterrand. Donc, fondamentalement, et on pourrait même dire la gauche, parce que 2 ans après, en 83, ça a été le virage libéral, et là, c'est toute la gauche réellement socialiste qui a été trahie. Donc, j'aurais tendance à dire que, pour moi, cette candidature supplémentaire, elle marque simplement une incapacité idéologique de la gauche de se regrouper autour de thèmes porteurs. C'est-à-dire que il y a un flou idéologique à gauche, d'ailleurs c'est vrai aussi à droite, mais peut-être moins important. Et puis, à partir du moment où il y a un flou, à partir du moment où les lignes ne sont pas clairement tracées, il y a une incertitude et tous les candidats pensent qu'ils peuvent y aller. Sur cette légitimité que j'avais soulignée de cette primaire populaire, j'ai l'impression qu'on l'a abîmée. On l'a abîmé par l'absence de débat, on l'a abîmé par le maintien forcé de 2 candidats qui ne voulaient pas y être, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. On l'a abîmé par cette mascarade du assez bien plus, assez bien moins. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est n'importe quoi. Donc, il aurait fallu faire les choses correctement, c'est-à-dire donner des chiffres, des résultats, sortir les candidats qui ne veulent pas y être, et à ce moment-là, on aurait donné une victoire à Christiane Taubira à 47, 48, 53, 65, 75, peu importe, et là, elle aurait eu une légitimité. Et à ce moment-là, elle aurait pu dire, voilà, moi je viens avec quelque chose qui tient la route. Elle a été moquée sur les réseaux sociaux ces 2 derniers jours. Ouais. Je trouve que c'est un peu irresponsable de la part des organisateurs. Alors, Nicolas Corato, sur ces fameuses mentions, c'est vrai que ça a beaucoup fait rire depuis 24 heures. C'est vrai qu'il y a un problème de légitimité, non ? Quand on voit que Christiane Taubira a gagné avec une mention... Je crois comprendre qu'on a aussi communiqué sur le fait qu'elle réunissait plus de 80% des suffrages sur son nom qui arrivait en tête, puisque vous pouviez classer... Alors pourquoi ces mentions ? Mais pourquoi pas ? Ça signifie quoi ? Mais pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que à chaque fois qu'on fait un peu autrement que d'habitude, on critique ? Moi, je prends cette organisation telle qu'elle s'est faite, avec les gens qui l'ont faite, avec très peu de moyens... Franchement, très peu de moyens, 400 000, 500 000 inscrits, 400 000 votants. Quel parti aujourd'hui est capable de faire ça aujourd'hui en France ? Est-ce que M. Zemmour est capable de mobiliser 500 000 citoyens ?
Est-ce que Madame Pécresse est capable de mobiliser 500 000 citoyens? Ces gens qui ont fait ça dans leur cuisine, dans leur garage, dans leur cave, ont réussi, avec très peu de moyens, à mobiliser une partie de l'électorat de gauche qu'on disait complètement indifférent, complètement passif par rapport à ce qui arrive. Donc c'est plutôt bien. Après, ils ont choisi leurs critères, ils ont choisi leur méthode. Grand bien leur face. Moi, je pense que c'est assez clair. Ça clarifie une partie du jeu politique. Mais ça valide quand même aussi le fait que les candidats précédents ne sont pas arrivés à convaincre l'électorat de gauche. Pourquoi c'est pas M. Jadot qui arrive en tête? Pourquoi c'est pas M. Mélenchon qui arrive en tête? Pourquoi c'est pas Mme Hidalgo? Pourquoi est-ce que c'est Christiane Taubira qui arrive en tête? Ça dit quelque chose quand même de l'échec de toutes ces campagnes qui ont précédé celle qui vient depuis l'entrée de Christiane Taubira. Donc voilà, il faut prendre... Moi, je suis très critique sur la primaire populaire. J'ai plein de choses. Je l'aurais pas fait comme ça. Et nous qui sommes tous très intelligents et plus intelligents que les autres, on l'aurait pas fait comme ça. Mais ils l'ont fait comme ça. Ils ont eu raison de le faire parce que s'ils ne l'avaient pas fait, ça manquerait énormément à l'élan dont a besoin la gauche aujourd'hui. Merci à vous, Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République. Je rappelle votre livre, Grande plaidoirie, grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle. C'est aux éditions Iridium. Frédéric Sinclair qui était avec nous, c'était un plaisir. Politologue, merci à vous, auteur de La refondation de la droite, c'est aux éditions Salvator. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le Loft Musique. Yvan Cujous qui reçoit Alex Jaffray. Dans un instant, à tout de suite.